Carla et Kevin sont en pleurs à la télé, Maeva Genam déteste vraiment sa grossesse, Bastos et Sam se tirent dans les pattes, une semaine chargée en polémique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixosity, votre émission du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui, j'ai hâte de vous présenter cette émission, je vous invite à vous asseoir confortablement et on va commencer tout de suite avec les stories de la semaine. N'oubliez pas de rester jusqu'au bout de l'émission et de ne rien rater pour pouvoir mettre les 2 emojis de la semaine dans les commentaires. Et moi je vous retrouve tout de suite après le générique. Nous commençons Mixosity cette semaine avec les stories de la semaine et j'ai décidé de commencer par quelque chose qui a fait beaucoup parler et qui aurait pu être un gros dossier, Samzira vs Bastos. Alors on le sait, depuis que Bastos a quitté Aja, les deux se tirent dans les pattes tout le temps. On voit beaucoup de contenu de la part de Aja concernant Bastos, de la part de Bastos concernant Aja et Samzira. Et aujourd'hui, l'un et l'autre se sont littéralement tirés dessus. Pour le petit contexte, on rappelle que du coup Bastos était quand même une tête forte de Aja et que depuis qu'il est parti, eh bien c'est vrai qu'il aime beaucoup parler de cette émission dans ses live Twitch. Alors il le fait pas de manière positive, on a vu qu'il a littéralement insulté tous les chroniqueurs. C'est quelque chose qui n'est pas du tout passé. Il y avait aussi toute cette histoire comme quoi il aurait voulu que les chroniqueurs se répondent sur Aja, se tirent un peu dans les pattes eux-mêmes pour créer du buzz et de l'audience, nous laissant donc comprendre que vraiment il n'y a que ça qui compterait pour lui. Et là, récemment, Bastos il a fait un live dans lequel il nous explique qu'il voulait faire la paix, P-A-I-X, on en a beaucoup ri sur Twitch de ce mot, avec Samzira parce que son avocat Tom Michel ne voulait plus travailler avec lui, avec Bastos, le temps que les relations n'étaient pas forcément cordiales entre Sam et Bastos. Donc Bastos, il a décidé de partager un message qu'il a envoyé à Samzira en live. Il a dit oui bonjour, j'aimerais faire la paix avec toi, vous allez l'entendre, je vais vous mettre un magnéto, c'était pas prévu, mais je vais le mettre quand même. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Et Samzira a réagi à ce message. Premièrement, regardez. Moi, j'ai demandé à Tom Michel, est-ce que ça vous arrangerait si j'essayais de faire la paix avec Samzira? Donc, il m'a dit que oui, ça l'arrangerait. Et du coup, j'ai envoyé un message à Sam en lui disant, Sam, viens, on fait la paix. On fait la paix, on met ça derrière nous. Maintenant, moi, je fais la paix. Et la paix, je l'ai faite. J'ai rien contre Sam aujourd'hui. J'ai rien contre Sam. Et je vais continuer, hélas, à analyser lorsque il y aura une vidéo où Sam sera dedans, comme je l'ai fait aujourd'hui. Si je trouve ça intelligent, si je trouve ça juste, je dirais que je trouve ça intelligent, je trouve ça juste. Si je trouve ça con, je vais pas pouvoir me forcer à dire que je trouve ça intelligent, je suis désolé. Et hélas, Sam est quand même extrêmement susceptible. Je veux dire, on ne connaît pas personne plus susceptible que lui, et c'est d'ailleurs de la susceptibilité qui a donné lieu à cette querelle. En tout cas, j'ai envoyé un message à la suite de ça à Sam, et j'ai dit « Hello Sam, je souhaiterais faire la paix et mettre notre petite rivalité derrière nous. Qu'en penses-tu, Bastos ?» J'ai pas eu de réponse. Alors bien sûr, dans mon cas, c'est intéressé. C'est-à-dire que moi, j'aimerais beaucoup être défendu par Tom Michel dans une affaire qui est quasiment la même que celle qui vient de gagner à nouveau. Maintenant, je trouve ça dur, quoi. J'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. En tout cas, j'ai bon espoir étant donné qu'il est revenu vers moi. Ça a fait beaucoup parler parce qu'on voit que Bastos ne veut pas vraiment la paix avec Sam, enfin du moins il la veut mais uniquement par intérêt pour pouvoir récupérer son avocat. Donc les gens ils sont vraiment en mode c'est vraiment un opportuniste celui-ci. Et c'est arrivé aux oreilles de Samzira qui a dit qu'il ne souhaitait pas lui répondre mais qui a répondu quand même dans un live. Il y a eu petit quiproquo par rapport à ça d'ailleurs parce que du coup tout le monde est là en mode mais tu réponds quand même. Mais en fait il dit qu'il ne veut pas répondre à Bastien mais il répond quand même au message et à la polémique dans un de ses derniers lives. Et du coup on dirait vraiment un vieux couple qui est en train de s'entretuer sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter la réponse de Sam et vous me direz ce que vous en pensez. On détruit les gens, on fait du mal aux gens pour après leur faire la bise. On donne un coup de bâton aux gens pour après leur faire un sourire ou repartager une vidéo et faire comme si de rien n'était. Non. Bastos, je ne lui répondrai pas. Je n'ai pas envie de lui répondre. Ça suffit. J'ai vu le message. Il m'a envoyé un message la semaine dernière pour dire qu'il aimerait faire la paix. Attendez, je sais plus ce que c'est. Alors, je sais que je peux vous le lire parce que je sais qu'il vous l'a lu. On me l'a dit, les chroniqueurs me l'ont dit la semaine dernière. Oui, je n'ai même pas réagi la semaine dernière. Hello Sam, je souhaiterais faire la paix et mettre notre petite rivalité derrière nous. Qu'en penses-tu?
n'y a pas de rivalité. Moi, j'ai pas de rivalité. Donc, je comprends même pas pourquoi le terme rivalité, il est utilisé. Quelle rivalité? C'est pas une histoire de rivalité. C'est pas du tout une histoire de rivalité. C'est une histoire de respect envers l'équipe qui l'a accueilli. C'est une histoire de respect. C'est une histoire de loyauté. C'est une histoire de politesse. C'est une histoire d'être droit dans ses bottes. C'est une histoire, en fait, d'humanité. C'est pas une histoire de rivalité. C'est une histoire d'insulte à la rigueur, ouais. Il a insulté toute l'équipe, on va pas refaire le match. C'est une histoire d'élégance aussi, ouais, tout à fait, bien dit. Mais c'est pas une histoire de rivalité. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas de rivalité. Quelle rivalité? Par contre, non, je n'ai pas envie de répondre. Comme je vois la question, je vous le dis, sinon de moi-même, j'en aurais pas parlé. Et pourquoi j'ai pas envie de répondre? Parce que je n'ai pas envie de répondre à un serpent qui m'a déjà mordu et qui a mordu tous mes chroniqueurs et tous les chroniqueurs avec lesquels je travaille et qui veut foutre la dans une équipe et qu'il l'a dit, j'allais dire noir sur blanc, mais qu'il l'a dit en note audio à une de mes chroniqueuses. Donc non, et je ne vais pas répondre à quelqu'un ou faire la paix avec quelqu'un qui a mordu tout le monde, avec le serpent qui nous a mordu. Non, je suis désolé. Là, j'ai l'impression que c'est une... Tu sais, comme dans les couples, la personne, elle te... Je sais pas, elle te claque la porte à la gueule, elle te dit tous les pires mots, toutes les pires insultes, tous les pires trucs pour te rabaisser. Et 3 jours après, il va venir voir sa petite copine et dire « Oh, mais en fait, j'aimerais bien... » Même pas « je suis désolé », hein. Même pas « ouais, c'est vrai, j'ai déconné », même pas « pardon », rien. Je ne demande rien du tout, je n'attends rien. Ça va être « Et si on faisait la paix ?» Mais la paix de quoi? T'as cherché la merde. Tu t'étonnes des réactions alors que tu es à l'initiative de ça, et après, comme si de rien n'était, tu demandes à faire la paix. Non, je parlais même avec mon ex par rapport à ça, il m'a dit mais ça va pas, lui donne plus jamais l'heure. Mon ex il m'a dit c'est bon, le mec il est barjot, faut arrêter. On détruit les gens, on fait du mal aux gens pour après leur faire la bise. On donne un coup de bâton aux gens pour après leur faire un sourire, ou repartager une vidéo et faire comme si de rien n'était. Non, voilà, exactement. Voilà. Si on écoute, depuis qu'il est plus là, tout est devenu de la... Voilà, si on l'écoute, Monsieur B, ah bah oui, qu'est-ce que l'émission est devenue nulle depuis qu'il est plus là. Ah bah si on l'écoute, une femme n'a plus droit au bonheur, c'était lui qui l'aimait le plus, qui machin. Eh c'est bon, ça suffit, 3 secondes. On arrête, hein, les chevilles qui enflent au bout d'un moment. Faut redescendre de 4 étages. Il n'a pas créé les sujets de télé-réalité, il n'a pas créé les débriefs, ça n'a pas été le meilleur coup de toutes les filles potentiellement au monde, c'est pas un jugement de ma part, je parle de façon générale, à ne pas mal interpréter, donc à ne pas décorréler ma phrase, parce que si on l'écoute, ça a été le meilleur lover de tous, le meilleur coup dans la vie de toutes les copines qu'il a pu avoir, et stop, hein. Tu sais, les gens ils refont leur vie, hein, ils vivent leur vie, hein, ils sont très bien après, hein. Parfois même mieux. Et après cette réponse, celle de Sam, nous avons eu, encore une fois, Bastos qui a réagi dans un live. Je vais vous laisser avec le magnéto aussi, mais je trouve que c'est un peu inutile. On dirait juste un enfant qui n'est pas content. Mais comme ça, vous avez l'histoire au complet parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Mais moi, surtout, ce que je vois ici, c'est que l'un comme l'autre, donc Sam comme Bastien, pour moi, utilisent chacun cette histoire à leur avantage pour faire parler, pour faire du buzz autour. Et en vrai, ils ont un peu raison parce que du coup, tout le monde en parle. Mais moi, je vous avoue que si je suis honnête avec vous, je commence doucement mais sûrement à saturer de Sam et de Bastien. Alors pas l'un et l'autre séparément, quoique plus l'un que l'autre, mais à saturer de leur petite guéguerre, de leur histoire qu'ils nous font sur les réseaux sociaux depuis quelques temps maintenant. Donc ça, c'était un peu mon avis sur ce sujet. J'attends le vôtre dans les commentaires. Bastos, je ne lui répondrai pas. T'es en train de faire quoi là? Il m'a envoyé un message la semaine dernière. J'ai pas de rivalité, donc je comprends même pas. Ah bon, d'accord, t'as pas de rivalité. Ah bon, ok. Tout ce que je lui demandais, c'était de faire la paix pour que je puisse être défendu par Tom Michel. Tom Michel ressentait un conflit d'intérêts dans le fait de me défendre et je demandais à faire la paix, à arrêter de parler de moi. Alors maintenant, c'est même plus sur tous les AJA, c'est aussi sur les streams. Ça continue. C'est une histoire de respect, c'est une histoire de loyauté. C'est envers l'équipe qu'il a accueilli. Mais tu m'as pas accueilli, Sam. T'avais vraiment très envie d'avoir Bastos sur ton plateau et je suis venu sur ton plateau et t'as payé pour que je vienne sur ton plateau. T'as bénéficié de ma présence et j'ai toujours dit ce que je pensais. J'ai aucune reconnaissance à avoir. Nous avons travaillé ensemble. Tu n'as pas fait de charité en me prenant sur ton plateau et je perdais de l'argent quand je venais. Tu m'as pas secouru, tu m'as pas ouvert la porte. Je vous ai tenu tête quand vous disiez des conneries sur le plateau. J'ai continué à le dire quand j'étais plus là.
Comme je vois la question, je vous le dis, sinon de moi-même, j'en aurais pas parlé. Et pourquoi j'ai pas envie de répondre? Parce que je n'ai pas. Mais c'est ce que tu fais là. Tu réponds. Tu crois que je vais pas le voir cette vidéo? Je sais pas, il y a un problème, il manque. C'est exactement ce que tu fais, c'est juste que t'as préféré le faire par les réseaux que de le faire en privé. Deuxième story de la semaine, on a Maïsan. Alors, Maïsan, elle est un petit peu, elle est un petit peu en colère en ce moment. Il y a eu des embrouilles avec Marwa Meraska, notamment parce que Marwa traîne avec Emin. Donc ça, je vous en parle après. Mais surtout, Maïsan, elle a fait une FAQ. Elle a fait une FAQ en story Instagram et je voulais un petit peu vous partager les réponses et les questions qu'elle a eues parce que je trouve que c'est intéressant et ça permet un petit peu de comprendre aussi son mood en ce moment. Donc, je vais prendre mon téléphone et on va regarder ça. On a eu quelques questions et j'en ai sélectionné du coup quelques-unes pour pouvoir vous faire cette petite actu. On lui demande, tu as jamais pensé à avoir ta propre émission? Ce à quoi Maïsan a dit, ça arrive peut-être plus vite que ce que vous pensez. Est-ce qu'elle est en train de nous concocter quelque chose? Deuxième question, on ne te verra plus en tant que candidate du coup. Elle dit non, mes cœurs, j'ai vraiment envie de m'éloigner de tout ça et on me donne surtout la chance et l'opportunité d'évoluer. Je sais que c'est précieux, donc je vais en profiter et me donner à fond. Moi, je pense qu'elle va présenter des choses. On lui demande comment va le moral. Elle dit, j'ai eu des moments très sombres et compliqués, notamment l'épreuve que je traverse dans ma famille, mais j'essaye d'être au mieux pour eux et ça m'a aussi permis de voir qui était là dans ces moments compliqués et qui a profité de cette faiblesse pour me mettre plus bas que terre. Donc j'essaye de tirer une leçon de tout ça et de me concentrer sur l'essentiel. On lui demande où en est ses relations avec Jazz parce qu'aux dernières nouvelles, Jazz avait fait un question-réponse dans lequel elle disait qu'elle ne voulait plus de contact avec Maïsan, notamment parce que, vous vous rappelez, j'en avais parlé, Maïsan avait dit que Jazz ne méritait pas son buzz par rapport à Mel ORL, enfin bref, une histoire d'enfant encore. Et Maïsan dit, comme vous, j'ai vu les derniers rebondissements question-réponse. En ce qui me concerne, je ne cracherai pas sur une personne avec qui je me suis si bien entendu, donc je dirais simplement que certains chemins se séparent lorsque c'est nécessaire. On lui pose également une question par rapport à Escape Island, qui sera mon gros dossier de cette vidéo. On lui demande, Emin ne savait pas le concept de ne savait pas le concept de Escape Island. Il savait pas que tu allais être dedans, parce que c'est un truc qui revient beaucoup. Les gens disent que c'est du cinéma, que tout le monde savait très bien que telle personne allait être là, etc. et qu'ils font semblant d'eux. Maïsan répond. Elle dit, les autres binômes n'étaient pas au courant du concept, mais en ce qui me concerne et au vu de la situation que je traversais, je connaissais un peu le concept sans trop rentrer dans les détails. Je devais y être avec Alan, son ex, à la base, mais mon autre ex, Emin, a demandé à être présent à sa place. Donc en ce qui nous concerne, on savait qu'on se verrait, mais on ne connaissait pas l'entièreté du concept, on l'a appris sur place. Donc ça, c'est un petit peu pour le côté FAQ de Maïsan, mais ce n'est pas tout, parce que j'ai aussi vu, alors là, au moment où je filme, j'ai pas toutes les informations, je pense qu'il y a peut-être une vidéo un peu hors série qui est sortie avant cette émission, donc n'hésitez pas à aller voir, mais Maïsan et Marwa sont un peu en guerre sur les réseaux sociaux, parce que Marwa passe du bon temps avec Emin en tant qu'ami, je précise, enfin du moins je l'espère, et c'est quelque chose qui fait du coup parler et qui a fait réagir Maïsan, qui n'est pas du tout ok avec ça, et donc elle a décidé de lancer des petits tacles à Marwa dans plusieurs story snap, notamment celle-ci, et pour le reste, du coup je vous invite soit à aller voir la chaîne de replay parce que je sais qu'on va en parler, soit une vidéo qui peut-être a été faite sur cette chaîne. Regardez. Je suis sortie avec un ami et on a ri, on a tellement ri qu'à un moment donné j'ai trébuché et je suis tombée et j'ai une grosse bosse sur ma hanche. Mais qu'est-ce qu'on a ri! Et à un moment donné on a tellement ri que ma vision elle s'est brouillée et une chose en entrant une autre, on a fini par se bouffer le cul. Mais on a ri. Dernière story de la semaine pour cette émission, Lorraine et Vivi. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Victoria Meo aurait fait une mise en demeure envers son ex, le père de son fils, pour que celui-ci n'affiche plus son fils sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui fait beaucoup réagir parce que Victoria est la première à afficher son enfant tous les jours en story, sur Snap, sur Insta, dans des posts, etc., etc. Et Lorraine aussi le fait. Le problème, c'est qu'il y avait toutes ces rumeurs qui disaient que Lorraine ne faisait que du contenu du coup avec son fils et que il utilise finalement son fils pour faire des vues, pour faire du contenu, pour faire des possible collaboration, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler et les gens sont un peu en mode mais attends, elle l'affiche toujours, donc pourquoi est-ce que lui n'a pas le droit? À la finalité, moi j'ai envie de vous dire que ça fait un enfant un peu moins exposé, donc moi ça me ravit, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris la démarche, sachant que Victoria est vraiment la première à le partager.
Après, peut-être que je n'ai pas suivi et qu'elle a décidé elle-même aussi d'arrêter de partager son fils à outrance. Dans ce cas-là, ça serait très bien pour lui parce que ça le protégerait. Mais en tout cas, cette mise en demeure et cette vidéo de Lorraine que vous allez voir, elle a fait un peu le buzz en fin de semaine et j'ai hâte d'avoir votre avis. Donnez-le moi dans l'espace commentaire. Je vous partage une petite vidéo pour vous informer que je ne pourrai plus partager d'activités avec Lio sur les réseaux. Donc je ne pourrai plus partager nos ateliers peinture, nos rigolades, nos voyages, nos restos. C'est terminé. Sa mère m'a envoyé une mise en demeure que je ne peux plus du coup partager ces moments de vie. Écoutez, voilà, c'est comme ça. Il faut respecter la décision. Elle est dans sa légitimité, si on peut dire ça. C'est sa maman, donc si elle a envie, elle a envie. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Donc voilà la situation. Je suis un peu déçu, je suis un peu triste. C'était des bons moments que je partageais avec vous et je sais qu'on distribuait pas mal de joie, de bonne humeur et voilà, il y a beaucoup de gens après une longue journée ou une vie pas facile aimaient bien se divertir et kiffer à travers nos petites vidéos. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie les amis. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai décidé de ne plus afficher Lio sur mes réseaux sociaux et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avoue que je comptais pas en faire un sujet parce que ça fait déjà 2-3 semaines que je l'affiche plus et étant donné que personne m'avait fait la remarque, je me suis dit ok en fait ça passe bien, je dirai un jour en story dans 6 mois et puis c'est bon vu qu'en vrai je monte ses outfits, nos moments etc. Tant qu'il reste de dos et qu'on voit pas son visage, moi ça me va très bien. Parce que là je me sens obligée de me justifier parce que son papa a fait une vidéo il y a un peu plus d'1 heure en disant oui elle m'a envoyé une mise en demeure et je ne peux plus afficher Lio et je ne peux plus afficher nos moments etc. Ce qui me fait absolument passer pour une personne horrible, mais sachez qu'une mise en demeure ça coûte une blinde et que je ne me serais jamais permise d'en arriver là si juste on m'avait prise au sérieux dans ma demande, puisque ça fait déjà 2-3 semaines que j'ai demandé à ce qu'on ne l'affiche plus et 2-3 semaines que moi je m'y tiens. On ne m'a pas pris au sérieux, donc j'ai été obligée de m'entourer d'une équipe juridique pour qu'on m'écoute tout simplement. Après, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien, juste je veux plus qu'on affiche mon fils pour plein de raisons. La première étant que quand mon fils est né, je n'habitais pas en France et donc il n'avait pas une vie qu'il n'avait pas demandée. C'est-à-dire que dans la rue, par exemple, on passait dans la rue, personne ne nous reconnaissait, personne ne le reconnaissait surtout. Récemment, on est rentré en France et qu'il y a eu des situations dans la rue, etc., avec mon fils qui me dérange profondément, notamment une fois, une situation vraiment qui m'avait choquée. On était en train de faire les magasins, il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour prendre une photo et forcément les gens quand ils voient Lio, ils le connaissent et vous le connaissez, c'est normal, sauf que des fois les personnes se permettent d'essayer de le toucher, d'essayer de le prendre dans les bras, c'est un enfant, lui il a rien demandé. Déjà ça me dérange et déjà je culpabilise à mort. Et là la fille elle le regarde et en fait Lio, je sais pas, il venait de se réveiller de la sieste, il était pas de bonne humeur. La fille elle le regarde, elle fait il est pas comme sur les réseaux sociaux, hein. Je fais, mais ça va pas ou quoi, là? Genre, mon gosse, il est hypocrite. Il a 1 an et demi. Là, je me suis dit, non, ok, en fait, Victoria, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Et je vous jure qu'à chaque fois que je le postais, et de plus en plus, je culpabilisais. En fait, je sens quelque chose en moi, là, une boule au ventre, un nœud dans mon ventre, qui me dit non, ne fais pas ça. En fait, je ne me sens pas alignée avec le fait de faire ça. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des avantages sur les réseaux sociaux quand on est créateur ou créatrice de contenu d'afficher son enfant, parce que forcément, les gens s'attachent, ils vous regardent plus que pour vous, ils vous regardent aussi pour votre enfant. Mais moi, dans ma tête, il y a aussi ce truc-là de me dire, est-ce que lui, il veut vraiment ça? Est-ce que plus tard, il va pas venir me dire, mais moi, maman, en fait, je voulais pas de cette vie-là, je ne voulais pas être connue. Imaginez, il est introverti. Bon, je pense pas qu'il va être introverti, mais sait-on jamais. Il me dit, mais moi, je voulais pas ça, mais allô, je vais m'en vouloir, mais à vie, en fait. Genre, ça va être horrible pour lui. À l'école, j'ai pas envie que ça soit une bête de foire. Pas que les gens qui affichent leur enfant vont être une bête de foire à l'école, mais vous voyez ce que je veux dire. Jamais je me permettrai de juger les mamans qui le font, hein, parce que moi-même, j'en ai fait partie. C'est juste une réflexion personnelle. Égoïstement, je suis dès que de plus le montrer, parce qu'en fait, j'en suis tellement fière que j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le crier sur les toits que mon fils est le plus beau, j'ai envie de le montrer de partout, j'ai envie qu'il soit sur des affiches géantes, j'ai envie que tout le monde le connaisse, j'ai envie que ça soit une superstar, mais lui, est-ce qu'il en a envie, vous voyez? Et détraqué partout dans le monde, hein, bien évidemment. Quand on sort à la plage, quand on sort dans la rue, il peut en avoir aussi. Mais c'est vrai qu'avec l'exposition que j'ai, l'engouement qu'il y a eu autour de Lio, je me dis, mais imaginez, il y a un fou qui veut venir kidnapper mon enfant, qui fait une fixette sur mon enfant, qui veut le kidnapper. En fait, j'en sais rien. J'ai envie de le protéger. Je n'ai aucun intérêt personnel à ne plus le montrer. Mais par contre, j'ai tout intérêt pour lui à ne plus le faire. Quand je me fais insulter sous la publication de son papa en mode j'en ai vu quelques-unes, j'ai dit non mais c'est pas possible parce que j'ai pas l'impression de faire quelque chose de mal. Alors j'en suis désolée. On le montre depuis la naissance. Vous êtes certainement attaché à mon fils et je le comprends parce que mon fils il est absolument merveilleux et magique.
Mais en tant que maman et avec la réflexion que j'ai eue, même si elle a été tardive, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de me rétracter sur mon choix. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard parce que mon fils, il est tout petit, il va grandir, son visage, il va changer et plus tard, on le reconnaîtra peut-être pas. Enfin, je sais pas, imaginez demain, mon fils, il veut être avocat. Il pourra le faire, mais qui va le prendre au sérieux si c'est le fils d'une influenceuse? Et c'est pas péjoratif, mais sait-on jamais, vous voyez? J'ai pas envie que ma vie influe sur la sienne. J'ai pas envie qu'il ait une vie qu'il a pas demandé. L'exposition médiatique, sachez qu'il faut vraiment avoir les épaules. Et là, il est tout petit encore, il ne se rend pas compte. Mais il faut vraiment avoir les épaules pour le supporter. Il n'y a pas tout le monde qui en est capable. Et quand on voit comment ça peut détruire des gens, je n'ai même pas envie de prendre ne serait-ce qu'1% le risque que ça se passe sur mon fils. Moi aussi, je suis deg, j'ai envie de vous le montrer. J'ai plein de raisons qui me poussent à ne plus le faire. Par contre, ça ne m'empêche pas de vous partager mon quotidien de maman, qu'on l'entende parler, qu'on l'entende rigoler, de vous montrer ses outfits, de vous montrer ses activités, mes bons plans, etc. Ma vie de maman en général. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. J'espère que les gens qui ont commencé à s'indigner sous la publication du papa faudra peut-être un petit peu raisonner. Moi, il n'y a aucune animosité dans tout ça. C'était juste pour me faire entendre que j'ai dû passer par la case juridique. En vrai, il n'y a pas de sujet. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et c'est sur cette story de la semaine qu'on termine cette première partie d'émission. On peut passer au top actu. Vous allez voir, aujourd'hui, on a beaucoup de choses et pas uniquement de la télé-réalité parce que la semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup de télé-réalité dans l'émission et vous l'avez kiffé. Donc, je me suis dit que j'allais un petit peu aller piocher de tout ce qui se passe en France, à l'international et j'espère que vous allez kiffer cette émission. Nous commençons avec Adé Laurent et Manon Aubry. Il y a une nouvelle polémique autour d'Adé Laurent pour changer et cette fois, c'est pas ses contenus pour adultes, c'est pas ses clashs qui ont fait réagir, c'est une séquence qui a agacé une figure politique bien connue, Manon Aubry. Adé Laurent était invité, vous allez l'entendre, à commenter plusieurs personnalités politiques lors d'une vidéo relayée sur les réseaux et la discussion a pris une tournure qui fait aujourd'hui beaucoup de bruit. Au lieu d'échanger sur les idées, les parcours ou les engagements, les questions ont été portées sur les physiques. Encore une fois, parlons du physique au lieu de parler des idées. Et donc ça commence à coincer. Il s'est reconverti depuis plusieurs années, vous le savez, dans le contenu pour adultes et il s'est vu demander avec quelle personnalité politique il préférerait tourner un film X, question ultra particulière je trouve, et sa réponse est Rima Hassan. C'est une séquence qui a déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a qui dénoncent une sexualisation excessive des femmes dont le travail n'a rien à voir avec ce que Adé Laurent fait et je suis vraiment d'accord avec ça. Mais parmi les personnes concernées, il y en a une qui n'est pas passée à côté de cette affaire, Manon Aubry. L'eurodéputée de la France Insoumise a pris la parole dans une vidéo publiée sur les réseaux et elle n'a pas mâché ses mots. Premièrement, regardez Adé Laurent. Préfère faire un tournage avec Manon Aubry ou Sarah Frézou. Waouh, Manon Aubry ou Sarah Frézou. Physiquement, Manon Aubry, c'est catastrophique, hein, je pense. Hein. Sarah Frézou, pas trop mon style, mais je dirais plus Frézou du coup. Hein. Manon Aubry, c'est la cata, je suis désolé. Marine Le Pen ou Maëva Guénam. Marine Le Pen, mais s'il te plaît. Marine Le Pen, à 100%. Je me parle pas de Guénam, ça n'arrivera jamais. Donc Marine Le Pen, 1 milliard de pourcents. Rachida Dati ou Nabila. Nabila. Et sans manquer de respect à Nabila et à toute sa famille, évidemment. Voilà, elle est mariée, elle a 2 enfants, mais si je devais vraiment, si on me met une balle dans la tête, tu dois choisir entre faire un film X entre Nabila et Rachida Dati, je suis obligé de choisir, parce que je suis un joueur, je prends Nabila. Rima Hassan ou Jazz Correa. Je pense... Honnêtement, pour le fun, Rima Hassan. Je pense que c'est une coquine. Elle l'assumera jamais, mais je pense que ça peut être une vraie coquine au lit, ouais. Rima, dédicace. Alors avant d'aller plus loin, je précise quand même que moi je trouve ça extrêmement déplacé de poser ce genre de questions. Enfin, j'arrive pas à comprendre le but, si ce n'est effectivement, encore une fois, parler des femmes, mais pas parler positivement d'elles et les réduire à quelque chose concernant Adé Laurent. C'est horrible. Manon Aubry a été lassée de voir les femmes politiques constamment ramenées à leur apparence et donc elle dénonce un comportement qu'elle estime banal. Dans sa vidéo, elle dit que ce type de remarque est précisément ce que vivent de nombreuses femmes engagées dans la vie publique. Son message, il est assez simple. Critiquez ses idées si vous n'êtes pas d'accord avec elles, ok. Débattez des positions politiques, ok. Remettez en question le travail, mais arrêtez de réduire une femme à son physique ou à des fantasmes. Et je suis tellement d'accord avec elle. En fait, cette polémique,
c'est horrible, mais elle reflète une réalité qui est beaucoup plus large. C'est ce que vivent malheureusement quotidiennement des millions de femmes qui sont confrontées à des remarques sur leur corps, leur apparence, leur prétendue valeur physique. Et en plus de ça, tu nous mêles un Adé Laurent là-dedans. Je trouve que c'est horrible. Vraiment, moi, je déteste ça. Évidemment, Manon Aubry va plus loin. Elle explique bien que les personnalités publiques ne sont pas les seules visées par ce genre de remarques. Et en fait, c'est quelque chose que moi, je mets en avant aussi beaucoup dans les lives notamment. On en parle beaucoup parce qu'il y a toujours, malheureusement, des classements, des machins, des bidules. Et je me dis, mais au bout d'un moment, c'est quand qu'on va laisser les femmes tranquilles et juste être, en fait. Elles ne sont pas qu'un physique, elles ne sont pas qu'une coquille. Et quand bien même, effectivement, ça peut être flatteur de dire de cette femme, ah ben moi, je me verrais bien avec elle ou je verrais bien faire ça avec elle, la femme en question n'a rien demandé. Et en ça me dérange. Mathilde Panot ou Marion Aubry? Putain, c'est chaud. Manon Aubry, Mathilde Panot, ouais, physiquement, c'est pas trop mal. Rima Hassan, je pense, pour un film. Voilà ce que c'est d'être une femme en politique. Et franchement, ça suffit. Ça suffit qu'on nous ramène toujours à nos corps. Ça suffit qu'on nous sexualise sans cesse, comme si on était juste des objets sexuels qu'on devait comparer, commenter. Franchement, jugez-moi sur mes idées politiques, mais ne me ramenez pas à être un objet sexuel. Et tout ça, c'est ce que vivent par ailleurs des millions de femmes dans le pays qui, je suis sûre, se reconnaissent et à qui j'ai envie de dire, vous n'êtes pas seuls. Et tout ça, ça dénote aussi d'une masculinité toxique. À tous ces hommes qui veulent prendre le contrôle de notre corps, qui disposent de nous comme de simples objets, j'ai envie de vous dire que ça n'entame en rien notre détermination et que notre nombre, notre force à nous, les femmes, sera bien plus grande et bien plus forte que votre petite masculinité fragile. On l'attendait, on n'avait pas de confirmation, maintenant on en a une. Secret Story est officiellement de retour. Cette année, la production a décidé de changer plusieurs choses. Alors on a eu un retour très réussi l'an dernier comparé à l'année d'avant et le programme va ouvrir les portes de sa maison des secrets pour une 14e saison qui pourrait marquer un tournant. TF1 compte bien faire de Secret Story un des événements incontournables de l'été. Encore une fois, le rendez-vous est fixé. Le lancement aura lieu le 23 juin à 23h25, c'est assez tard, sur TF1 après la finale de Koh-Lanta. C'est un enchaînement qui est assez malin, même si c'est tard, parce que ça permet à la chaîne de profiter d'une très forte audience, la finale de Koh-Lanta, pour lancer sa nouvelle promotion de candidats. Christophe Beaugrand sera bel et bien de retour aux commandes. C'est une annonce qui fait plaisir à une grande partie du public, parce que son retour l'année dernière, il avait été ultra kiffant aussi, sauf que il y a quand même des nouvelles. TF1 a pris une décision, mais j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, qui va surprendre beaucoup de monde, étant donné que jusqu'à présent, les quotidiennes étaient sur TFX, et cette année, les quotidiennes déménagent sur TMC. La chaîne du canal 10 récupère l'une des marques les plus emblématiques de la télé-réalité française, donc à partir du 24 juin, les quotidiennes seront du lundi au vendredi à 17h25 sur TMC. Si vous voulez mon avis, je trouve que c'est un peu dangereux, étant donné qu'il y a beaucoup de changements en fait avec Secret Story. Avant c'était TF1, puis après TFX, et puis maintenant TMC. Et je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se perdre, donc il faudra faire une grosse promo quand même. On a aussi un autre changement, une quotidienne spéciale qui sera proposée chaque dimanche à 18h35, dont Secret Story va vraiment s'installer dans TMC du lundi au vendredi, avec cette quotidienne en plus le dimanche. Mais pour ceux qui avaient pris l'habitude sur TFX, on a vu que la chaîne continuera de diffuser chaque soir une rediffusion de l'épisode à 20h, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça. Est-ce que c'est pour faire bifurquer les gens sur plusieurs chaînes? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont très contents. Cette année, on a un casting composé exclusivement d'anonymes ou presque. Les candidats peuvent avoir des comptes Instagram ou TikTok comme tout le monde, mais il n'y aurait aucun influenceur professionnel, aucune personnalité déjà médiatisée qui devrait intégrer la maison. Donc l'objectif, c'est vraiment remettre les recettes qui fonctionnent au centre du jeu et essayer de recréer l'essence de Secret Story. Je pense que l'année dernière, ils se sont rendus compte de ce qui a vraiment plu et que cette année, ils essayent et veulent vraiment faire en sorte que les choses soient comme l'année dernière, voire mieux. Moi, j'ai hâte de voir les secrets, j'ai hâte de voir les nouvelles stratégies, j'ai hâte de voir les primes. Enfin, franchement, l'année dernière, j'avais raté le début et j'ai dû tout rattraper parce que du coup, après, j'étais vraiment tombé dedans. Et cette année, je compte bien tout suivre. Est-ce que vous êtes ravis ou non du retour de Secret Story et des petites nouvelles de changement de chaîne? J'ai hâte de vous lire.
On fait un petit moment pop culture avec Aya Nakamura, étant donné que le week-end dernier, elle avait un défi de taille, remplir le Stade de France le même soir que la finale de la Ligue des Champions. Rien que ça. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, je me concentre sur certains points. Donc, d'un côté, on avait le PSG qui jouait l'un des matchs les plus importants de son histoire. Et de l'autre, nous avions Aya qui donnait l'un des concerts les plus attendus de sa carrière. Sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de blagues. Il y en a qui annonçaient déjà regarder le match sur leur téléphone pendant le concert. Il y en a qui savaient pas quoi choisir. Bref, l'ambiance était au rendez-vous. Mais au final, aucun problème pour la chanteuse. Le Stade de France affichait complet, c'est une nouvelle preuve de son immense popularité et au cours de cette soirée, on a eu pas mal de trucs, notamment un moment qui devait être particulièrement touchant pour son public. Elle invite sa mère à la rejoindre sur scène et donc il y a eu une immense vague d'émotions dans le stade. C'est une séquence qui a fait beaucoup parler. Et comme souvent dans ces moments, tout s'est pas passé comme prévu. Une fois le micro en main, la mère de Aya a commencé à remercier plusieurs personnes, jusque-là rien de surprenant, mais la suite a pris tout le monde de court. En fait, devant du coup tous les spectateurs, elle dit « Je remercie Monsieur Macron » et ça a fait beaucoup réagir. Pendant quelques secondes, tous les regards se sont tournés vers Aya et selon de nombreux internautes, le visage de Aya semblait traduire un mélange de surprise, de gêne et aussi une envie de récupérer le micro le plus vite possible. Évidemment, la séquence a fait le tour des réseaux sociaux, je vous laisse regarder. Allô? Bonsoir Paris. Bonsoir. Je remercie la jeunesse. Je remercie le président de la République, M. Macron. Je remercie mon mari. Je remercie toute la famille. Merci. Merci. C'est pas facile. Les internautes se sont immédiatement emparés de ce moment. Il y en a qui ont trouvé la scène hilarante, il y en a d'autres qui ont dit que c'était simplement une maman fière qui exprimait sa gratitude. Mais bon, ça a fait parler parce qu'il faut quand même rappeler que Aya a eu une histoire particulière avec Emmanuel depuis plusieurs années. Depuis sa participation remarquée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y avait eu quand même pas mal de buzz autour de ça. Et donc, les gens sont là en mode, mais pourquoi est-ce que la mère remercie Monsieur Macron? Est-ce que c'est pour dire merci la France? Je sais pas, je n'ai aucune idée, mais il y en a quand même eu qui ont réagi. Bon, après, il y avait quand même beaucoup de positifs. Il y en a qui ont dit que cette scène était très humaine, qu'on avait simplement une mère qui était fière de son enfant, peut-être par rapport justement au JO aussi. En tout cas, c'est une séquence qui a fait beaucoup parler et qui rentre dans la pop culture française, et donc j'avais très envie de vous la partager. Est-ce que vous avez vu ça? Moi, j'ai vu ça, mais j'ai pas vu que ça. J'ai vu aussi qu'apparemment, Aya avait oublié ses paroles pendant plusieurs musiques. Et surtout, il y a plusieurs vidéos qui tournent. Alors, j'ai pas forcément envie de parler de ça ici parce que tout le monde en a parlé et voilà, je sais que c'est un sujet. Mais il y a beaucoup de vidéos qui ont tourné sur TikTok où on voyait du style, entre guillemets, les filles sont hystériques, donc en préjugés, et on les voyait sortir du concert d'Aya toutes calmes, vs les hommes qui, eux, cassaient tout après la victoire du PSG, ce qui a été quand même assez scandaleux. Mais voilà, j'ai pas envie de revenir là-dessus ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Giuseppa a vécu une mésaventure, on l'a vu sur Twitch, mais je voulais quand même en parler ici parce qu'il y a beaucoup de prévention à faire, malheureusement, encore une fois. Les femmes sont mises à mal, je trouve ça, c'est scandaleux. Giuseppa a eu une grosse frayeur. Lundi 1er juin, elle a pris la parole en story, j'ai réduit sa story, vous en faites pas, pour raconter une expérience qui l'a marquée. Une situation qu'elle n'avait pas prévue alors qu'elle voulait simplement profiter d'un moment pour elle. En fin de journée, le 1er juin, Giuseppa elle décide de partir courir, rien d'extraordinaire. Elle explique qu'elle se sentait très bien, qu'elle avait envie de se défouler et de profiter de cette séance de sport sans objectif précis pour se vider la tête, quoi. Le genre de footing qui permet de se faire plaisir après une longue journée, sauf que ça s'est passé autrement. Selon son témoignage, une voiture aurait commencé à attirer son attention pendant sa course. Au départ, Giuseppa, elle relativise. Elle dit que l'endroit où elle court, c'est un endroit qui est sûr, donc elle ne veut pas paniquer. Mais quelques instants plus tard, une femme se présente sur place et ça a changé toute sa perception de la situation. Cette femme était accompagnée de son fils et elle serait venue l'aborder directement, lui aurait dit de partir. D'après Giuseppa, la femme lui aurait expliqué qu'une voiture s'est arrêtée au loin, qu'elle l'avait vu désigner Giuseppa du doigt par plusieurs hommes à l'intérieur et que le comportement était suspect. Donc, le conseil était clair, arrête de courir, rentre chez toi, tu es en danger. Vous imaginez à quel point c'est horrible? On est juste sur quelqu'un qui a voulu partir courir le soir et qui a peut-être failli se faire agresser. C'est vraiment très chaud.
Dans une situation pareille, difficile de continuer son jogging, donc Giuseppa elle est rentrée chez elle, elle a mis fin à sa séance de sport et dans ses stories, elle s'est interrogée sur cette réalité que beaucoup de femmes connaissent malheureusement trop bien, devoir constamment adapter leurs habitudes pour se sentir en sécurité. L'heure à laquelle on sort, l'endroit où on va, le nombre de personnes présentes autour, les rues à éviter, en fait tellement de paramètres qui rendent une vie horrible et tellement compliquée alors qu'on parle juste de quelqu'un qui a voulu partir faire un jogging. Et franchement, je vous avoue que je peux pas me mettre à la place des femmes qui ressentent ça, encore moins parce que je vis en campagne et tout, mais je me dis mais ça doit être horrible en fait de devoir penser à tout, penser à ce que tu portes, t'es pas censé penser à ça, penser à ce que tu fais, à où tu vas, à qui tu peux croiser, c'est vraiment chaud, tu vois. Elle a partagé donc un message de prudence avec sa communauté, elle a dit que même les endroits qui paraissent les plus tranquilles ne sont malheureusement pas sans risque évidemment, et son témoignage a fait beaucoup parler, il a trouvé écho auprès de nombreux internautes. Au fond, ça devait être un simple footing, ça s'est transformé en moment d'angoisse. Et j'en avais parlé il y a quelques années, mais il me semble que notamment dans les grandes villes comme Paris, aujourd'hui il y a carrément des groupes en fait de femmes qui vont courir ensemble, qui restent ensemble du début à la fin pour éviter ce genre de situation catastrophe et ce genre de scénario qui fait paniquer. J'envoie tout mon courage à toutes les femmes et à toute personne qui a pu être dans une situation similaire, qui doit faire attention à la moindre chose que vous devez faire en sortant. Je trouve ça scandaleux. Franchement, ce pays me fait de plus en plus peur. Après, vous allez me dire c'est partout effectivement, mais là voilà, moi ça fait écho avec ce que Giuseppa raconte. Je vous laisse écouter. Une voiture qui s'est mise à me suivre et je l'ai vue cette voiture. Je l'ai vue. Sauf que je me suis dit, là où je cours, normalement c'est quand même un endroit safe. Donc, comme tout le monde, je me suis pas comme tout le monde au premier abord, on s'inquiète pas. Et en fait, je cours et à ce moment-là, il y a une dame qui est venue me voir, qui s'est arrêtée en fait. Elle était avec son fils dans la voiture. Et en fait, elle m'a dit, mais arrête de courir. Ne cours plus, il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui t'a pointé du doigt, il y a 3 mecs dans la voiture, ils sont grave louches, franchement, fais demi-tour, mais ne cours pas. Donc cette dame a été vraiment sympathique, j'ai eu un peu peur quand même. Donc du coup, j'ai fait demi-tour et je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée parce que non seulement ça m'a gâché mon moment, mais surtout je suis saoulée de ne pas avoir couru parce que des runs, je pourrais en faire plein d'autres. En fait, je suis saoulée parce que je me dis... Comment moi ou toutes les autres femmes en fait qui vont vouloir aller courir le soir, même que ça soit coucher du soleil ou pas, qu'il fasse nuit, jour, en fait, on doit réfléchir. Et maintenant, je vais devoir réfléchir à l'heure et à quel moment et à quel endroit. Est-ce qu'il va y avoir du monde autour? Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à s'arrêter ou à vouloir te suivre pour je ne sais quelle raison. Putain, mais fais chier quoi, franchement. Je parle pas de moi parce que je suis connue, parce que je suis Giuseppa, je m'en carre l'oignon. Je parle vraiment de toutes ces femmes en fait en général. Genre, ça m'était jamais arrivé et je vis grave dans l'insouciance sur ce genre de choses et en fait je me dis mais pas du tout. Pas du tout, le monde est fou, les gens sont dangereux. C'est fou quand même, ça m'énerve. Est-ce qu'il y a une semaine où on va réussir à parler d'autre chose que Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau? Parce que j'ai pas l'impression. Chacun donne son avis sur le bail et finalement on en apprend plus chaque jour. Je vous l'ai dit la semaine dernière, Tout beau tout neuf s'arrête un peu plus tôt que prévu, mais ça revient l'année prochaine. Et l'avenir de Mathieu Delormeau est-il déjà compromis? C'est la question que beaucoup se posent depuis quelques semaines vu qu'on ne le voit plus. Et pour comprendre, il faut un peu revenir en arrière. Rentrée 2025, Cyril Hanouna tend la main à Mathieu Delormeau en lui disant de rejoindre l'aventure Tout beau tout neuf. C'est un retour médiatique qui avait surpris beaucoup de monde, notamment après les années compliquées traversées par Mathieu. Mais depuis le 23 avril, les téléspectateurs remarquent quelque chose, Mathieu a disparu du plateau. Donc, les interrogations se multiplient. Selon les informations qui ont été révélées par le média Voici, cette absence ne serait pas due à un simple emploi du temps chargé. Il aurait eu une altercation avec un membre de la production, comme je vous l'ai dit, et lundi soir, Cyril est revenu sur le sujet. Pour la première fois, il confirme qu'il y a bien eu un incident. Selon lui, rien de dramatique et Mathieu Delormeau pourrait revenir. On a aussi eu en parallèle une interview où on demande à Mathieu est-ce que il sera présent, etc., etc. Et Mathieu répond avec beaucoup de prudence. Il dit qu'il est actuellement concentré sur la promotion de son livre avant de se lancer dans autre chose, etc. Et que tout simplement, pour le moment, il se concentre là-dessus. Sauf que lundi,
Cyril a rappelé un point essentiel et c'est un message adressé à son ancien chroniqueur. Selon lui, tout le monde est fier de faire partie de l'émission et personne n'y a sa place garantie. Il a insisté sur le fait que de nombreuses personnalités souhaitent rejoindre l'équipe et que seuls les chroniqueurs les plus investis seront reconduits l'année prochaine. Étant donné que Mathieu est en mode promo pour son livre, peut-être que c'est lui qui n'est pas assez investi et que c'est ce que Cyril Hanouna essaye de dire ici. Lorsqu'on évoque la possibilité d'un retour de Mathieu, Cyril, il est très prudent. Il a expliqué qu'il fallait déjà voir si une place était disponible autour de la table avant d'ajouter « ça va être compliqué ». Donc est-ce que l'altercation avec le membre de la production a vraiment dégénéré au point où les deux se seraient peut-être mis en froid, embrouillés, j'en sais rien. En tout cas, on va pas se mentir, il est possible que Mathieu Delormeau ne fasse pas partie de l'aventure TBT9 l'année prochaine et il est possible qu'il suive ses propres projets, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait parler chaque semaine, on n'arrête pas de parler de Mathieu et de Cyril, on verra bien à la rentrée. Moi, je vous avoue, comme je l'ai déjà dit et je le répète, je ne regarde pas cette émission, mais je m'intéresse un peu aux potins qu'il y a autour, notamment pour vous en parler. Voilà pour le Top Actu, on va pouvoir passer à mon avis sûr et quel avis sûr. Pour mon avis sûr, cette semaine, évidemment qu'on parle de Magali Berda et de ses ventes aux enchères. C'est quelque chose qui fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux. Je pense que vous avez vu, ça fait quelques temps maintenant que Magali est sur TikTok Shop et nous fait des lives en fait où elle vend des affaires de luxe aux enchères. Donc il y a pas mal de bruit autour de ça. J'ai un peu fouiné comme prévu et j'ai un petit peu regardé ce qui se passait. Alors si j'ai bien compris, on a Magali qui vend ses propres affaires de luxe aux enchères et qui se fait donc de l'argent dessus. Et il y aurait aussi des personnes qui lui donnent des affaires de luxe pour qu'elle les vende et elle toucherait une commission sur les ventes et le reste de l'argent irait aux propriétaires de base. En soi, de base, moi je vois pas forcément ce qui peut poser problème. On est juste sur quelqu'un qui a décidé d'être une vendeuse en live. Enfin voilà, aux États-Unis, il y a énormément de personnes qui font ça. Et ce qui dérange un petit peu ici, c'est ce qui va être derrière. Notamment le fait qu'on a vu beaucoup de produits d'occasion vendus à un prix de départ qui limite est le prix de base. On a aussi des produits qui ne ressemblent pas en termes de prix au prix auquel ils ont indiqué. On a une personne qui a surenchéri par erreur apparemment et qui n'a pas été remboursée par Magali. Et surtout, tout le monde tourne ça en dérision. C'est-à-dire que tout le monde rigole de ça. Il y a beaucoup de contenu en mode « moi aussi, je suis Magali Berda ». Genre, il y a plein de gens qui l'imitent. Il y en a qui disent que tout simplement, c'est son dernier espoir pour se faire de l'argent vu que plus personne souhaite visiblement travailler avec elle. Magali, elle a un petit peu réagi à tout ça. Elle a répondu plusieurs fois par rapport au fait qu'elle fait ça, etc. Elle a dit qu'elle le faisait depuis un très long moment. Juste, elle le faisait sur une autre plateforme, Whatnot, si je dis pas de bêtises. Et qu'aujourd'hui, elle a décidé de le faire sur TikTok Shop. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui se demandent s'il y a vraiment des acheteurs. Magali, elle dit que ça marche très bien, qu'elle se fait plein de thunes, qu'en gros, elle a carrément dépassé sa première année avec Shona Evans, dans ce laps de temps assez réduit. Et moi, si vous voulez mon avis, franchement, je trouve l'activité ok, mais je trouve qu'il y a forcément des manières de faire. Je trouve que peut-être on va faire attention aussi au prix, aux clients. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « j'ai enchéri sans faire exprès », il y a un droit de rétractation de 14 jours comme pour tout achat, etc. Donc rembourser la personne, ça ne coûte rien. Enfin, vous avez compris quoi, tu remets le produit en vente. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que ça reste Magali Berda et que c'est très sombre. Ce que je peux vous dire, dans tous les cas, après avoir observé un petit peu ce qui se passait, c'est que Magali Berda ou non, les gens contents ou non, ces lives font des milliers de spectateurs. Il y a des milliers de spectateurs sur ces lives à chaque fois qu'elle en fait un. Il y a énormément de monde, il y a énormément d'enchères. Est-ce que des produits ont été reçus? J'en sais rien pour le moment. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps? Je sais pas, mais en tout cas, on dirait un peu, si je peux me permettre la comparaison, quelqu'un qui est un peu au marché là et qui nous vend ses sacs. J'ai un sac Louis Vuitton, voilà, les enchères commencent maintenant. C'est un sac qui vient de telle date, etc., etc. Donc il y a beaucoup de gens qui en rigolent. Moi, comme je vous le dis, je trouve que c'est une activité pas qui est, qui est lambda. C'est juste que forcément la personne qui est derrière, c'est un peu, c'est un peu chaud quand on voit tout ce qui a pu se passer. Et surtout, il y a des gens qui se disent, est-ce que ça va pas encore terminer en immense arnaque? Pour le moment, je reste sur le dossier. Mon avis sur ça est que je regarde ce qui se passe. Mais voilà, vous me direz votre avis également. Je sais que c'est un truc qui fait beaucoup parler. Il y a d'innombrables magnétos de Magali en live. Je vous en ai choisi un. Si jamais vous n'avez jamais vu, au moins vous saurez de quoi je parle.
suis sur un taille small. Taille small de chez Gucci, d'accord? Allez, je lance. À 1 €. Ça coûte super cher. Allez les amis, on est sur un pull Gucci taille small. Ça c'est mixte, ça va aux garçons et aux filles. D'accord? Je suis sur un pull Gucci qui va autant aux hommes qu'aux femmes. Montez-moi ça les amis. Pull Gucci, mixte, ça va aux hommes et aux femmes. Avec marqué en gros Gucci dessus. Il est super joli. En bleu, il est noir ici et c'est bleu turquoise ici. On est chez Gucci les amis. Allez, montez-moi ça s'il vous plaît. Allez les amis, montez-moi ça, je suis chez Gucci. Un pull Gucci, vous savez combien ça coûte? Il est magnifique, il reste 2 secondes. On est sur du Gucci les filles. Allez, c'est hommes et femmes. Ça c'est mixte les amis. On est sur du Gucci. Oh là là, quel braquage. Et c'est bravo Lola. Lola, si tu veux le récupérer en main propre, tu m'écris en privé, d'accord? Hein? Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui. On est donc à la moitié de l'émission. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Ça aide grandement à faire développer la chaîne. Et le premier emoji de la semaine, évidemment, qui est un emoji animalier. Et j'ai décidé de voir des tigres dans mon espace commentaire. Vous allez voir, le deuxième aussi, il est jaune. Mais voilà, j'avais très envie de voir un tigre aujourd'hui. Pas du tout, le deuxième n'est pas jaune, je dis n'importe quoi. Bref, mettez des tigres. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Nous commençons le Cœur Actu avec une émission, oh mais j'arrive vraiment pas aujourd'hui, hein, une actu internationale Dua Lipa. Carnet blanc du côté de la planète People, après des mois de rumeurs, de spéculations et quelques apparitions ultra complices, Dua Lipa et Callum Turner auraient officiellement franchi une étape majeure dans leur histoire d'amour. Oui, vous avez bien entendu, les deux se seraient dit oui ce week-end, enfin le week-end dernier du coup, à Londres, et selon plusieurs médias britanniques dont The Sun et The Daily Mail, le couple a célébré son mariage dans la plus grande des discrétions, loin des cérémonies hollywoodiennes XXL. Ce qui pour moi démontre une certaine non, c'est méchant ce que j'allais dire. Ça démontre tout simplement qu'ils s'aiment. Voilà, on va dire ça. Alors, je reste sur mes notes parce que bon, j'y connais rien, moi, au British. La cérémonie aurait eu lieu à l'Old Marylebone Town Hall, une mairie londonienne très connue pour avoir accueilli de nombreux mariages de célébrités. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer pour une artiste de la stature de Dua Lipa, pas de robe géante visible depuis l'espace, ni des centaines d'invités. Les deux auraient choisi une célébration intime, entourée de leurs proches. Je trouve ça mais tellement authentique. On a des photos qui ont été publiées par la presse britannique qui montrent le couple qui quitte les lieux main dans la main, très heureux de ce moment partagé, loin de l'agitation, une discrétion qui correspond à leur relation. Quand on fouille, on a des infos. Ils ont officialisé leur histoire début 2024. Dua et Callum ont toujours privilégié la simplicité plutôt que les démonstrations publiques à répétition. Pas de télé-réalité, pas de documentaire sur leur couple, pas de déclaration tous les 3 jours sur Insta. Et dans le monde des célébrités, c'est devenu une exception. Pourtant, leur relation, elle est devenue très sérieuse au fil des mois et des années. L'an dernier, lors d'une interview accordée à British Vogue, Dua Lipa s'était montrée particulièrement touchante en parlant de ses fiançailles. Elle parlait alors de l'idée de vieillir ensemble, de construire une vie commune et aussi de rester meilleurs amis pour toujours. Donc vraiment une relation à toute épreuve. Je n'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Les fans avaient compris que l'histoire prenait une tournure très sérieuse, mais ce mariage ne serait que le début des festivités. Selon les informations relayées par la presse britannique, les jeunes mariés prépareraient une seconde célébration beaucoup plus spectaculaire en Sicile. Une immense fête privée de plusieurs jours serait en préparation dans le sud de l'Italie. Et là, on risque de passer du mariage discret à la version grand luxe. Mais je trouve que c'est une bonne initiative de déjà faire un petit mariage authentique et tout avec les proches et tout, et ensuite d'aller le célébrer avec plus de monde et une version XXL quoi. On parle d'une réception qui pourrait durer 3 jours avec famille, amis, invités prestigieux. Donc le mariage civil à l'ombre, il pourrait être que l'échauffement avant les feux d'artifice, et les deux sont en train de traverser une très belle période, autant personnelle que professionnelle. Et oui.
Dua Lipa, elle continue d'enchaîner les succès mondiaux, les tournées à guichet fermé, les collaborations prestigieuses, et du côté de Callum Turner, il poursuit son ascension à Hollywood. Il a été connu dans de très grands films et séries à succès, et aujourd'hui, on les voit vraiment réussir leur vie, personnellement, professionnellement, tout leur sourit. Vu la discrétion avec laquelle ils ont organisé le premier mariage, je pense qu'ils vont surveiller de très près aussi tout ce qui sort les prochains jours, et peut-être qu'ils vont essayer de rester discrets sur le nouveau mariage et qu'on en apprendra plus via les médias et les tabloïds. En tout cas, j'avais envie de vous partager ça parce que moi, Dua Lipa, c'est une artiste que j'aime beaucoup, et j'insiste sur le mot artiste parce qu'elle n'est pas que chanteuse aujourd'hui, et du coup, je me suis dit que je pourrais vous partager ça dans MTT. Dites-moi dans les commentaires, ça vous intéresse un petit peu ces hors-séries, pas trop télé-réalité. Je pourrais le faire plus souvent. Voilà, dites-moi. On retourne dans nos people français. Est-ce que Thibaut Garcia a trompé son ex-petite amie? Je vous en ai parlé la semaine dernière très rapidement. Il n'y a plus d'histoire avec Laura Tchab alors qu'elle avait été présentée à tout le monde et tout. Et les infos ont continué de sortir au fil de la semaine, donc j'ai gardé ça pour aujourd'hui. Thibaut Garcia aurait fauté. Décidément, sa vie sentimentale, c'est une série à rebondissement. On le pensait très heureux avec Laura suite à son divorce avec Jessica, mais selon les dernières rumeurs, il y a un prénom qui revient dans cette histoire. Clémence, oui, encore elle. Vous vous rappelez de Clémence? Elle serait de retour. On remet les choses dans le contexte pour que vous suiviez. Après sa séparation avec Jessica à l'automne dernier, Thibaut avait multiplié les apparitions avec différentes jeunes femmes et il s'était finalement posé quelques temps avec Laura Tchab, ancienne candidate de The Voice. Rapidement, tout semblait bien se passer. Vacances à l'île Maurice, séjour à Cannes, moments partagés à Marseille, les deux s'affichaient ensemble encore récemment, sans trop se cacher et donner l'impression de construire un début de relation sérieuse. Depuis, on a eu plusieurs informations, mais on rappelle qu'effectivement Laura aurait rencontré les enfants, aurait rencontré les parents de Thibaut, on a eu beaucoup de choses autour de ça, donc voilà, les gens étaient en mode « Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est réellement sur le futur couple de l'année ?» Il y a quelques jours, le blogueur France TMZ affirmait que le couple se serait séparé, une information qui a surpris les internautes tellement la relation semblait aussi récente que stable. Mais ce n'est pas tout! Toujours selon les révélations, Laura aurait découvert des éléments dans le téléphone de Thibaut, donc des informations qui auraient fragilisé leur histoire, et c'est là qu'entre en scène ce prénom qu'on connaît toutes et tous si on a suivi l'histoire de Thibaut Garcia, qui est le prénom de Clémence. Clémence qui d'ailleurs ne voulait pas être influenceuse et qui a multiplié les stories, les FAQ et les machins et les bidules quand elle était avec Thibaut. Selon le blogueur, Laura aurait appris que Thibaut serait toujours en contact avec Clémence avec qui il a eu une petite histoire quand même, des échanges qui auraient donc été la raison de leur rupture. À ce stade, je le précise quand même, nous sommes sur des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, mais ce sont quand même des rumeurs qui font du bruit. Cette histoire ravive de vieux souvenirs chez les internautes parce que Clémence n'est pas une inconnue. Depuis plusieurs mois, son nom il revient autour du divorce de Thibaut et Jess. Il y a des internautes qui étaient persuadés que leur relation aurait commencé avant même la fin de Jess et Thibaut. Rappelez-vous, il y avait des petites vidéos qui montraient Clémence en soirée avec Thibaut alors que Jess était présente, il y avait Manon. Enfin voilà, il y a des gens qui disent que Clémence et Thibaut étaient a thing avant que Thibaut et Jess ne soient plus a thing. Des soupçons qui n'ont jamais été confirmés malgré les preuves qui sortaient, les vidéos, les photos, les dates, etc. mais qui continuent d'alimenter le débat dès que le prénom Clémence revient dans l'actu. Alors forcément, apprendre qu'elle serait encore présente aujourd'hui dans la vie de Thibaut, ça fait réagir. Est-ce que Thibaut a réellement tourné la page de cette Clémence? On ne sait pas. Bon, en parallèle, on en parle quand même et on va y revenir dans quelques instants. On a Jess qui est à des années-lumière de tout ça, qui, je pense, rigole bien de sa tour d'ivoire, qui en a rien à foutre et qui est en train d'avancer sur ses projets. En tout cas, on va pas se mytho, le Thibaut, Clémence, Laura, ça fait beaucoup parler. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, le gars, il va juste répéter le même schéma encore et encore, que ça ne changera strictement jamais. Et donc, les gens sont en mode « Ah, Jess n'a vraiment rien perdu ». Je précise quand même qu'on est sur des rumeurs, que nous sommes uniquement sur des on-dit, des rumeurs, des blogueurs, etc., qu'on n'a pas de réalité, qu'on n'a pas de preuves, et il faut quand même faire attention avec ça. Mais voilà. Il y a des buzz qu'on prépare pendant des mois et il y a ceux qui arrivent sans prévenir. Ça a été le cas de Helena Bailey, une chanteuse que j'aime énormément. L'ancienne candidate de la Star Academy surfe sur son succès depuis sa sortie du château. Albums, concerts, événements prestigieux. Elle enchaîne les projets et elle profite pleinement de sa nouvelle vie. Mais cette fois-ci, elle a fait parler et non pas pour une prestation ou une chanson, mais parce qu'elle était dans les tribunes de Roland Garros. D'ailleurs, événement encore une fois qui a été mis en avant par plein d'influenceurs. Il y en a
a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Moi, je comprends les influx qui sont là-bas et qui aiment le tennis, qui sont intéressés par ce sport, etc. Mais il y a des personnes, je comprends pas pourquoi elles sont là-bas. Bref, Elena profitait simplement d'un moment de détente pour assister à une rencontre du célèbre tournoi parisien et elle s'est retrouvée au cœur d'un buzz inattendu. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'elle n'était même pas censée être le centre de l'attention. En fait, à l'origine, il y a une vidéo qui a été publiée sur les réseaux, qui a été consacrée à Brian Mbeumo, une des stars du football anglais et nouvelle recrue très médiatisée de Manchester United, et les caméras étaient braquées sur lui. Sauf que les internautes ont remarqué autre chose sur cette séquence, ou plutôt quelqu'un d'autre. Juste devant le footballeur, il y avait Elena, et en quelques heures, les commentaires ont directement fait du bruit. Au lieu de parler du joueur de football, une partie des internautes s'est mise à commenter la présence de Elena, son regard, son charisme, son élégance. Les réactions se sont multipliées. En fait, de base, on regardait quelqu'un et finalement, c'est une autre qui a été mise en lumière. Il y en a qui se demandent si cette jeune femme aperçue dans les gradins était pas une grande célébrité, c'en est une. Et il y en a d'autres qui savaient très bien qui c'était et qui ont tout simplement oublié le moment initial de cette vidéo. Il faut quand même un certain niveau de présence pour arriver à voler la vedette involontairement à une star du football international, et c'est précisément ce qui a amusé de nombreux internautes. Donc la séquence a circulé bien plus loin qu'en France. Il y a des utilisateurs américains, britanniques et sud-américains qui ont découvert Elena grâce à cette apparition de quelques secondes, une exposition inattendue qui pourrait avoir des conséquences positives sur sa carrière et sa musique. Après, depuis la Starac, Elena elle ne cesse pas de gagner en popularité, hein. Même si c'est Pierre qui avait remporté l'émission, eh bien la voix de Elena se fait entendre. Elle enchaîne, comme je vous l'ai dit, les tournées, les concerts, etc., etc. Son premier album a trouvé du public, ses concerts affichent régulièrement complets. Et voilà, moi j'avoue que Elena, c'est une artiste que j'aime beaucoup. J'adore la suivre, j'adore sa musique, j'adore tout ce qu'elle fait, alors que je ne suis même pas la Star Academy. Et c'est ça le plus beau, je trouve, avec des artistes qui arrivent à toucher les émotions et le cœur de personnes qui n'ont même pas suivi en fait le début de leur carrière, c'est que vraiment ils arrivent à toucher les gens. Moi, je vous l'ai dit, la Starac, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse pas. J'aime pas cette émission, je la trouve lente, j'arrive pas à la regarder. Et pourtant, Elena et d'autres d'ailleurs, ce sont vraiment des personnes que j'aime suivre aujourd'hui. Et j'adore leur actu, j'adore leur musique. Et pour moi, c'est vraiment des gens qui réussissent. A contrario, No Shade, mais Pierre Garnier qui a remporté la Starac, j'écoute pas sa musique, elle ne m'intéresse pas. Et No Shade, il en faut pour tout le monde. On parlait de Thibaut et maintenant nous parlons de Jess. Après des mois assez compliqués, Jessica Thivenin semble entrevoir un peu la lumière au bout du tunnel. Et visiblement, elle a décidé de regarder vers l'avenir plutôt que dans le rétro concernant Thibaut Garcia. Dans une récente story Instagram, elle s'est confiée avec beaucoup de sincérité sur une nouvelle étape de sa vie, une publication simple mais qui en dit long. En fait, elle est allongée sur une plage, elle est détendue et elle partage un enthousiasme à l'idée de vivre un été très différent que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de son tout premier été en tant que célibataire depuis l'adolescence. Oui, depuis l'adolescence. C'est une déclaration qui a surpris beaucoup d'internautes quand on sait que Jess a enchaîné les relations sérieuses pendant une grande partie de sa vie d'adulte. Et contrairement à ce que certains auraient pu imaginer après une séparation aussi douloureuse, eh bien en fait, elle aborde pas cette étape avec tristesse, bien au contraire. Elle affirme qu'elle est impatiente de découvrir cette nouvelle version d'elle, cette nouvelle version de sa vie et ce nouvel été qu'elle va passer toute seule, mais qui risque d'être un peu déjanté. Après, ces derniers mois n'ont pas été de tout repos, donc je pense aussi que ça va beaucoup l'aider. Je vous rappelle du coup qu'à la fin de l'année dernière, Thibaut a annoncé sa volonté de divorcer après 8 ans de relation. À l'époque, elle disait sur les réseaux qu'elle n'avait que d'autres choix que d'accepter. C'était une relation très difficile. Elle a perdu sa belle famille, elle a perdu sa maison, elle a perdu son rêve de vie et de famille parfaite. Donc il y a eu de la tristesse, il y a eu des remises en question, il y a eu le choc du divorce et il y a eu son déménagement. Quitter la maison familiale n'a pas été simple. Cette maison, elle représentait beaucoup pour elle, des souvenirs, des projets, des moments de bonheur avec ses enfants et elle
avait aussi posté une vidéo sur YouTube où elle avait dit qu'elle avait beaucoup de mal à cacher son émotion en disant qu'elle n'avait jamais imaginé un jour vendre cette maison. Et d'ailleurs, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous disais qu'il y avait une nouvelle chaîne qui avait popé en mode les vidéos sont repostées concernant Jess et on m'a dit qu'en fait elle avait été piratée sur sa première chaîne et que du coup elle en a refait une. Les gens qui vont pirater des chaînes YouTube, mais ils ont que ça à faire. Remarque, il y a de l'argent dessus et tout est bon pour l'argent visiblement. Mais surtout, moi j'ai l'impression que, alors déjà depuis le divorce, comme je vous l'ai dit, pour moi Jess c'est quelqu'un qui brille. Genre vraiment elle renaît de ses cendres, c'est un phénix et tout. Mais depuis son déménagement, on a encore une lumière qui s'est allumée et on est vraiment sur quelqu'un qui, en plus de briller, découvre la liberté, découvre autre chose, découvre le fait que maintenant, bah voilà, c'est son chez elle, elle peut faire ce qu'elle veut, etc. Et pour la suivre au quotidien, je vois cette évolution et j'aime beaucoup. Dans la publication concernant l'été, Jessica, elle dit qu'elle a un programme assez chargé, des voyages, des sorties entre copines, des moments en famille, des souvenirs avec ses enfants et beaucoup de temps consacré avec ses proches. Donc bref, c'est un été qui risque d'être quand même bien rempli. Elle va appeler ça un summer entre filles et il faut reconnaître qu'après des mois mouvementés, elle a bien raison de prendre du temps pour elle et de faire en sorte de passer du bon moment. Quand on voit que Thibaut Garcia de son côté, il est en train de gérer toutes les meufs du coin et qu'il n'arrive même pas à en garder une, Jess, elle a bien raison de profiter de sa vie et de profiter de son célibat et de faire en sorte de, bah oui, juste devenir une version d'elle qu'elle ne connaît pas encore et je pense qu'elle est vraiment à la découverte d'elle-même. J'ai pas trouvé cette story, cependant j'ai trouvé un magnéto qui m'a fait beaucoup rire et qui vous a fait beaucoup rire aussi sur Twitch. Jessica qui est seule dans son lit et qui s'invente un homme, oui, mais vous allez voir, c'est un type d'homme qu'on peut toutes et tous avoir finalement, un type d'homme qui ne parle pas, qui ne prend pas de place si on le choisit, qui est très docile et surtout qui est très doux et très câlin. Ça m'a fait beaucoup rire, j'avais envie de vous le partager dans MTT, je vous laisse regarder, dites-moi si vous êtes du genre à faire ça aussi. Non mais sérieux les gars, mais qui fait ça? Des fois je regarde à côté de moi et je me dis non mais j'ai vraiment un problème quand même. J'aligne tous les soirs mes petits coups. Non mais on en est là, putain. Non mais qui fait ça? Sérieux? Oh là là. J'arrive pas à dormir un peu mieux et prendre toute la place. Je vous jure, je dors toujours dans mon petit coin là, j'ai mon petit coin. Et voilà. Et j'ai pourtant un lit qui fait 2,20 m. Hein. Genre, il y a de la place. Hein. Je pourrais... Mais non, je dors avec moi et mon mec du coup. Voilà. Oh putain. Non mais sérieux les gars, mais qui fait ça? Des fois je regarde à côté de moi et je me dis non mais j'ai vraiment un problème quand même. J'aligne tous les soirs mes petits coups. Non mais on en est là, putain. Non mais qui fait ça? Sérieux? Oh là là. J'arrive pas à dormir un peu mieux et prendre toute la place. Je vous jure, je dors toujours dans mon petit coin là, j'ai mon petit coin. Et voilà. Et j'ai pourtant un lit qui fait 2,20 m. Hein. Genre, il y a de la place. Hein. Je pourrais... Mais non, je dors avec moi et mon mec, du coup. Voilà. Oh, putain. Avant-dernière actualité du Cœur Actu, on parle de Ariana Grande parce qu'elle a provoqué une petite vague d'émotions sur les réseaux sociaux et c'est pas avec une nouvelle chanson, sachant qu'elle en sort en ce moment, ni un tapis rouge ou quoi, mais en fait c'est ses vrais cheveux qui ont fait parler. La chanteuse a surpris ses abonnés en publiant une vidéo Insta dans laquelle elle apparaît avec ses cheveux naturels. C'est un détail qui peut sembler anodin pour beaucoup de gens, mais qui a créé l'événement chez ses fans. Et quand on connaît l'histoire capillaire d'Ariana Grande, on comprend pourquoi. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler ici. C'est pas uniquement parler de cheveux, c'est parler de quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses. Et du coup, je voulais vous expliquer. Depuis ses débuts à la télé, elle nous a habitués à des coiffures ultra travaillées, ponytail iconique, extension XXL, cheveux lissés à la perfection, coloration perruque. Elle a changé de look à de nombreuses reprises, au point où ses fans n'ont jamais connu ses cheveux naturels. Et dans cette vidéo, vous allez voir une petite partie, mais j'ai pris des images où normalement vous voyez déjà, l'artiste apparaît beaucoup plus simple, beaucoup plus détendu, avec ses célèbres boucles naturelles bien visibles, une image rare qui a déclenché beaucoup de réactions. Les commentaires se sont remplis de compliments en quelques heures. Il y a des internautes qui ont déclaré être fascinés par ces boucles. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils préfèrent cette version plus naturelle d'elle-même. Et cette apparition a quelque chose de très symbolique parce que derrière cette coiffure se cache une longue histoire. Les fans les plus anciens s'en souviennent peut-être, mais à l'époque où Ariana jouait le personnage de Cat Valentine sur Nickelodeon, ses cheveux subissaient régulièrement des colorations rouges très agressives et à force de traitements successifs, sa chevelure a été fragilisée.
Pendant plusieurs années, elle avait du coup expliqué qu'elle n'avait pas vraiment le choix et qu'elle devait souvent avoir recours à des extensions, des perruques ou différentes astuces capillaires pour masquer les débats. J'ai dit pour masquer les débats, pour masquer les dégâts. Bref, une situation qu'elle avait parfois vécue difficilement et contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ses coiffures emblématiques n'étaient pas toujours un choix esthétique, c'était une façon de protéger ses cheveux pendant la reconstruction. Au fil des années, elle avait déjà évoqué à plusieurs reprises son attachement à ses boucles naturelles. Elle disait que cette chevelure lui rappelle son enfance et une version plus intime d'elle-même, loin des projecteurs et du perso public. Et c'est pour ça que je pense que la story a fait beaucoup réagir ses fans. Dans une époque où les réseaux sont énormément associés aux filtres, aux retouches, aux images ultra calibrées, voir quelqu'un qui apparaît de manière aussi naturelle, c'est devenu exceptionnel, d'autant que Ariana Grande traverse beaucoup de choses en ce moment dans sa carrière. La musique, ses activités entrepreneuriales, ses projets, le succès de Wicked, ça marque beaucoup de choses. C'est pas la première fois qu'on voit une artiste se montrer naturellement, que ce soit les cheveux ou autre chose, et que ça crée de l'émotion, parce que justement, comme je vous l'ai dit, on est trop habitué à ce m'as-tu vu, à ces filtres, au fait que, vous savez, ce sont des gens qui sont intouchables, on peut pas s'identifier à eux parce que toujours les strass, les paillettes et tout. Et en fait, quand ils brisent la glace et qu'on voit quelque chose de naturel derrière, c'est là qu'on voit aussi l'être humain. Et moi, perso, ça me touche de ouf. Donc, je vous laisse regarder la petite vidéo. Bon, j'ai mis une musique derrière et tout pour que vous voyez. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup réagir et j'arrive à comprendre l'émotion. Dernière actu du cœur actu avant de passer au gros dossier, Maeva Guénam et sa grossesse. Alors, avant de parler du fait qu'elle déteste sa grossesse, on a eu la polémique Doliprane. Alors, j'en avais parlé sur Twitch et j'en ai parlé la semaine dernière ici. Sachez qu'elle a réagi. Je vous mettrai un petit magnéto à la fin, ok? Mais elle a réagi à cette polémique Doliprane et elle a donné encore une fois son avis parce qu'elle a vu que ça avait fait polémique. Il y a quand même un truc qui me fait beaucoup rire avec Maeva Guénam, c'est qu'on n'entend pas parler d'elle pendant quelques jours et d'un coup elle enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a raconté aujourd'hui à part le fait qu'elle détestait sa grossesse? Eh bien, c'est là tout le sujet. S'il y a une chose qu'on pourra jamais reprocher à Maeva, c'est qu'elle dit toujours ce qu'elle pense. Et depuis qu'elle a annoncé sa grossesse, elle partage tout avec sa communauté. Les beaux moments, les émotions, les découvertes et les galères. Et visiblement, en ce moment, c'est la deuxième catégorie qui domine. À plus de 5 mois de grossesse, Maeva, elle sature. Bon, je vous rappelle qu'elle avait créé l'événement fin avril en annonçant qu'elle attendait son premier enfant. Une révélation qui avait surpris énormément de monde sur les réseaux. Elle était entourée de son compagnon, de leur chien et elle partageait une photo avec un message très émouvant. On a eu des félicitations, des messages de soutien et de l'émotion. Mais aussi, comme souvent avec Maeva, des critiques. Depuis, ses abonnés suivent quotidiennement l'évolution de cette grossesse et mercredi, le 3 juin, elle a parlé de ce qu'elle traverse, sans filtre, enfin sans filtre dans la parole. Sans essayer de rendre les choses jolies, elle dit qu'elle déteste être enceinte. Oui, elle a réutilisé ce mot-là, elle déteste. Donc dans plusieurs stories, elle explique qu'elle vit cette période de manière beaucoup plus compliquée que ce qu'elle aurait pu imaginer. Fatigue permanente, manque d'énergie, douleur physique, difficulté à se motiver, son quotidien est éprouvant. Il y a beaucoup de gens qui se moquent d'elle, mais en vrai, je pense qu'on peut la comprendre aussi. Elle raconte qu'elle passe énormément de temps à se reposer, qu'elle profite de son temps libre pour voyager et séjourner dans différents hôtels, mais surtout qu'elle a besoin de ralentir le rythme, au point même d'estimer que les femmes devraient bénéficier d'un congé maternité beaucoup plus tôt dans leur grossesse. Et après, elle parle des symptômes et on comprend pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Maeva dit qu'elle a des douleurs dans le ventre, des tiraillements, des sensations proches de celles de certaines femmes qu'elles ont pendant leurs règles, des douleurs parfois très importante qui l'inquiète et d'ailleurs elle a aussi consulté sa gynécologue. Heureusement, selon ses déclarations, tout va bien du côté du bébé, la grossesse évolue normalement, l'enfant devrait être en parfaite santé, un point qui la rassure et qui évidemment est rassurant, mais il y a un détail quand même qui la surprend et qui nous surprend. À 5 mois et 6 jours de grossesse, son ventre est toujours discret. C'est une situation qui l'étonne beaucoup, mais qui, selon sa spécialiste, n'a rien d'anormal. Et malgré toutes les difficultés qu'elle décrit, il y a tout de même des moments qui lui redonnent le sourire. Elle sent son bébé bouger, c'est une sensation qui est rassurante et émouvante pour elle. Je vous laisse regarder et on parle du Doliprane. Wallah, que je déteste tellement être enceinte que j'y songe pour le deuxième à prendre une mère porteuse. Ça coûte $30 000.
Et la mère porteuse, en plus, le bébé, il aura mon ADN et celui du père. Et c'est pas quelque chose que je cacherai à mon bébé, je lui dirai. Mais ça veut pas dire que, que j'aime pas mon enfant ou que je vais pas aimer mon enfant ou que je vais être une mauvaise mère parce que j'ai détesté être enceinte. Moi, je porte pas les hormones. Même la pilule contraceptive, je ne l'ai jamais prise. Je l'ai prise à l'âge de 14 ans pour enlever les boutons. Je l'ai prise 3 mois, je vous explique, je suis devenue folle, j'ai arrêté. Je prends pas de contraception, je fais ce que je veux. Une fois j'ai dit ça, il y a eu des articles et des polémiques sur ça, mais je fais ce que je veux. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent. Parce que Maëva Guénam, elle prend pas de contraception, que Maëva Guénam, elle veut pas prendre de Doliprane parce que sa gynécologue lui a dit que ça féminisait si c'était un garçon, que les autres, ils sont obligés de faire comme moi. Je fais ce que je veux. Même là, pour la mère porteuse, si j'ai envie de prendre 10 mères porteuses, je fais ce que je veux. Non, c'est vrai ou pas? Je dois faire attention à tout, je dois pas dire ce que je pense. Ça, c'est le côté négatif des réseaux. Mais comme souvent, les confidences ne se sont pas arrêtées à là. Parce qu'on a eu autre chose, une polémique qui a fait du bruit. Elle avait expliqué qu'elle évitait certains médicaments pendant sa grossesse parce qu'elle craignait que ceci puisse avoir certaines conséquences sur son futur enfant. Et c'est des propos qui avaient suscité beaucoup de réactions et beaucoup d'incompréhension. Donc elle s'est défendue. Elle a dit que les informations qu'elle partage proviennent des échanges qu'elle a eus avec sa gynéco. Et elle dit qu'elle a reçu de nombreux messages de personnes qui ont entendu les mêmes chose. Elle a donc maintenu sa position en précisant que chacun est libre de suivre les conseils des professionnels de santé ou non, et c'est une séquence qui, encore une fois, a fait beaucoup parler. Je vous ai dit que je prenais pas de Doliprane parce que ça féminisait le bébé si jamais c'était un garçon. Parce qu'en fait, ça, c'est pas sorti de ma tête, je l'ai pas inventé, c'est ma gynéco qui me l'a dit, ok? Et j'ai voulu le partager avec vous. Franchement, ça m'a fait plaisir parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont donné raison. Et oui, c'est pas un secret. Il y a eu des études là-dessus. Il y a un pays, je sais plus lequel, ils le disent directement, alors que en France, ils le disent pas tout le temps. Et il y a plein de mamans qui m'ont donné raison. D'autres non, qui comprenaient pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'écoute les conseils de ma gynéco. Ça veut pas dire que je suis homophobe. Vous savez très bien que je suis très 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 loin d'être homophobe. Mais si je peux éviter ça pour mon bébé, je l'évite. Après, si ça arrive, je l'aimerais tout autant. Mais je veux dire, c'est comme vous êtes enceinte, on vous dit voilà, vous devez pas manger de poisson cru, si vous droguez, vous devez arrêter de vous droguer. C'est pareil moi pour le Doliprane, si on me dit qu'il y a des risques où ça peut féminiser le fœtus, j'en prends. C'est comme la drogue, si j'avais été une droguée, j'en aurais pas pris enceinte. Au-delà de cette polémique, ce que beaucoup retiennent aujourd'hui, c'est le ras-le-bol de Maëva, le fait qu'elle en a marre d'être enceinte. Derrière les photos, les trucs qu'on peut voir sur les réseaux, des gens qui sont trop ravis d'être enceintes, il y a aussi une réalité que pour le coup Maëva aborde, c'est que c'est pas facile tous les jours, que ça a pas l'air d'être qu'une partie de plaisir. Et même s'il y a des gens qui n'aiment pas et qui la critiquent, c'est quand même un truc qu'on avait beaucoup vu. Il y a énormément de gens qui ont dit, écoute, moi ça me fait du bien de voir qu'elle dit ça, parce que moi aussi pendant ma grossesse, c'était pas tout beau tout rose, j'en avais marre et tout, et du coup ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui prend la parole sur ce sujet. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas la grossesse est loin d'être terminée. Je termine ce petit MTT, je pense qu'il a fait à peine 1 heure. Franchement, je suis désolé, mais voilà, vous savez, j'aime pas parler pour parler. Et du coup, vous avez un petit MTT, mais quand même bien rempli, avec le gros dossier Escape Island. Avant de rentrer dans ce que j'ai écrit, parce que j'ai quand même écrit pas mal, je vais rester sur mes notes d'ailleurs, sachez que je suis in love de cette émission. Je l'adore, je regarde en avance, c'est mon petit plaisir du soir. J'adore cette émission, je suis fan. Ils ont géré le casting, le tournage, le montage, tout est bien. J'adore, c'est à mourir de rire, c'est extrêmement divertissant. C'est les téléréalités comme on les aime. Et d'après ce que j'ai vu en termes de chiffres, de partage et tout ça, je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a énormément de gens qui parlent de cette émission. Donc voilà, elle fait son petit bout de chemin et j'espère qu'on aura une saison 2 l'année prochaine. En tout cas, j'ai trouvé plein d'articles en ligne, j'en ai fait un condensé et je vous raconte tout. Peut-être que ça vous donnera envie de la regarder. Après des semaines de teasing, de bande-annonces et de spéculation, TFX lance donc Escape Island coincé avec nos ex. Et le pari un peu fou de la chaîne porte ses fruits. Il faut bien reconnaître que sur le papier, le concept avait de quoi intriguer, réunir plusieurs anciens couples emblématiques de la télé, les enfermer dans une villa à Marbella et les obliger à vivre ensemble pour remporter l'aventure. Il y a forcément du potentiel. Mais la vraie question était simple, est-ce que les téléspectateurs allaient répondre présent? Et apparemment c'est oui. Pour le lancement, Escape Island a réuni près de 300 000 téléspectateurs sur TFX avec 296 000 qui étaient devant la télé. Un score qui peut paraître modeste face aux grandes chaînes mais qui est une réalité
top pour TFX. L'émission fait même mieux que la dernière saison des Anges et surtout, elle réalise de belles performances avec des cibles commerciales recherchées par les annonceurs, 4,2% de 25-49 ans, 6,3% de femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Parce que oui, du coup, il y a des pubs à l'intérieur et c'est aussi très intéressant d'avoir ces chiffres. Autrement dit, le lancement, c'est un succès. Quand on découvre les coulisses du programme, on comprend pourquoi la production croyait au concept. Contrairement à ce que certains imaginent, les candidats, sauf Maïsan et Emin, ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. La production a tendu un piège. Selon Julien De Groot, le directeur du développement et de la création du groupe TF1, les participants ont été contactés pour ce qui ressemblait à une participation de vacances de rêve. L'argument, il était simple, partir quelques jours, donc 7 jours, dans une super villa à Marbella, profiter du soleil, se détendre, penser à soi, loin du quotidien. Donc difficile de dire non, un petit programme en mode on suit un peu leur quotidien. Cocktail au bord de la piscine, plage, soleil espagnol, villa de luxe. Les candidats pensent avoir décroché le jackpot et une fois sur place, tout a basculé. Elsa Fayer, et que j'adore d'ailleurs, est arrivée pour leur annoncer la véritable raison de leur présence. Ils sont pas venus passer des vacances, ils vont cohabiter avec leur ex et donc les visages ont fait « oh ». Si certains ex-couples entretenaient des relations cordiales, d'autres ne s'étaient pas adressé la parole depuis plusieurs années, comme Carla et Kevin, l'exemple le plus frappant est le duo que tout le monde attendait et franchement, j'adore voir Carla Moreau sur mon écran. Je le dis et je l'assume. Depuis leur divorce, les deux ont toujours gardé une certaine distance malgré leur fille. Ils communiquent principalement pour l'organisation autour de leur enfant, mais ils n'ont jamais passé de temps ensemble et du coup, la production, elle a réussi son coup en les faisant venir. Beaucoup de téléspectateurs se demandaient comment Carla avait pu ignorer la présence de Kevin alors qu'ils partagent leur fille et la réponse est assez simple, les grands-parents ont participé à la surprise. La production l'explique, Kevin était persuadé que Carla ne pouvait pas être présente parce qu'elle était censée s'occuper de Ruby et de son côté, Carla ne se doutait de rien non plus et en fait la petite était chez les grands-parents et ils ont tous joué le jeu. Résultat, lorsque les deux se sont retrouvés face à face, les réactions étaient authentiques et ça rend l'émission encore plus palpable. Dès le premier épisode, on assiste à des retrouvailles très dures, notamment face à Elsa. Carla ne se cache absolument pas de son inconfort. Elle explique que depuis leur séparation, ils n'ont jamais passé plus de 5 minutes ensemble. Selon elle, se retrouver enfermés dans la même aventure, c'est quelque chose de très difficile. Et plus elle se confie, plus on comprend à quel point l'histoire est encore sensible. Carla reconnaît que leur relation a duré plus de 8 ans, qu'elle a été très intense, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais aussi beaucoup de souffrance. D'ailleurs, elle révèle quelque chose qui a particulièrement marqué les téléspectateurs. Elle s'était jurée de ne plus jamais refaire d'émission avec Kevin. Pour elle, c'était clair, après le divorce, c'était soit elle, soit lui. C'est peut-être pour ça qu'on va la retrouver dans la villa du coup prochainement aussi. Je pense qu'il y a des petits trucs à réparer. Alors forcément, se retrouver soudainement coincés ensemble sous le même toit, c'est un choc émotionnel. Mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi une interview que je vous ai racontée dans la vidéo de jeudi, du coup le jeudi 4 juin. Il y a une interview que j'ai vue de Carla que j'ai retranscrit et comme ça vous avez toutes les infos. Elle parle de Kevin, elle parle de sa vie sentimentale, elle parle du tournage, comment est-ce qu'il a été compliqué pour elle. Bref, elle parle de beaucoup de choses. On peut pas non plus parler de Escape Island sans passer à côté de Maïsan et Emin qui au début se trouvaient drôles et qui maintenant sont en train de se déchirer littéralement sur nos écrans. En tout cas, je vais pas vous mentir, moi cette émission, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la suite des épisodes. Je vous spoil pas ici, mais sachez que j'ai fait une vidéo avec spoil qui du coup est sortie jeudi, si jamais elle vous intéresse. Est-ce que vous regardez Escape Island? Qu'en pensez-vous? J'ai hâte d'avoir vos commentaires sur ce sujet. Voilà tout le monde pour cette courte émission ce dimanche. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker, commenter et s'abonner. Elle a été un peu plus courte, mais comme je vous l'ai dit, je n'aime pas parler pour parler. Ici, on va à l'essentiel, droit au but. Deuxième emoji de la semaine, une pièce de puzzle. Je vous retrouve dès demain pour des nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Passez un agréable week-end. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.